retour sur une vidéo YouTube. Oui, ça fait hyper longtemps, ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait de résumé de live. Et là, promis, que tu sois débutant, amateur de mon univers ou que tu connais déjà toutes les ficelles, on va résumer la trame narrative. Alors dans cette vidéo, on ne va absolument pas parler de l'antériorité. Je vais pas y arriver aujourd'hui. De l'histoire. On va uniquement se consacrer sur la trame irréelle, dans ce qui se joue en direct sur les comptes des personnages et des lives. Pour ça, je vous renvoie sur le préquel qui est disponible sur la chaîne YouTube ou sur l'épingle de mon TikTok. Et puis c'est parti. Daniel Hastings, il faut que vous reteniez une chose, c'est le fils de Alexander Van Rosburg. C'est son fils légitime, donc de sang. Parce que Daniel parle aussi d'un autre père qui s'appelle Charles Hastings. On a déjà traité un petit peu dans d'autres vidéos, mais bon, vu qu'on résume tout, on va être clair. Charles, c'est le père adoptif de Daniel, celui qu'il a élevé de ses 0 à 24 ans. Et Alexander, c'est le père biologique qui est revenu en 1854, le 8 mai, pour obtenir quelque chose. Pour ça, je vous renvoie sur le roman qui va bientôt sortir. Ce qu'il faut retenir, c'est que Daniel, il a été retrouvé dans des bois par une famille qui a décidé de le recueillir. Il était complètement perdu, amnésique, et au fur et à mesure de son conte, vous voyez une légère évolution dans le sens où il devient un petit peu plus autonome. Il devient un peu plus lui-même et humain. Parce qu'au départ, il est quand même vachement... Je vous mets un extrait. T'as toujours pas envie de parler? Votre obstination est décidément légendaire. Pourquoi insistez-vous pour m'amener tout le temps cette chose devant moi? Cela m'exaspère au plus haut point. Attends. Reviens. Je crois que là, je l'ai vraiment énervé. Donc en fait, vous voyez qu'il est assez froid, aristocratique, etc. Alors que vers octobre, septembre, on est plus sur un petit Daniel qui commence un petit peu à se lâcher, contrairement à juin, juillet. C'est compris? Le thé est magique. La magie. Comme on n'en fait plus. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a 2 camps. Il y a les pro-Alexander et les pro-Daniel. Et il y a aussi des gens qui sont neutres. Ou qu'on cul entre 2 chaises. Bonjour Philippe. Oui, dédicace à Philippe. Philippe, yes. Concrètement, Daniel, faut retenir une chose, c'est qu'il est assez solitaire. Il a eu une enfance difficile, assez archaïque dans le sens où il n'a pas été très entouré. Il était surtout lié uniquement à l'honneur de son blason. Et ça se ressent. À un moment, surtout vers octobre-novembre, et décembre, Daniel a fait une crise existentielle. Il a eu pas mal d'embrouilles avec, justement, Alexander, qu'il a pas mal traqué en commentaire, ou en vidéo, ou même en story d'ailleurs. Et de ce qu'on a pu comprendre de ce cher Daniel, eh bien, il y a 2 choses. Au départ, Daniel était assez interrogatif par rapport à Alexander, et il s'est quand même approché. Parce que il se souvenait pas vraiment de qui il était. Sauf qu'au fur et à mesure qu'il a eu des rebacks, eh ben, là il est en mode pas sympa Alex. Et donc du coup, il s'est éloigné. Et c'est là qu'il y a eu cette espèce de confrontation et des débuts de harcèlement d'un côté, où Alexander utilise ses pseudo-disciples pour aller faire chier Daniel, et Daniel est en mode arrête, je vais tout seul. Et bien entendu, il y a autre chose à retenir de Daniel Hastings. Oui, bon, c'est bon, je touche à la caméra, j'ai le droit. C'est la caméra.
que Daniel, pour se protéger, a essayé de faire de la magie. Ouais, et ça s'est pas bien passé. Je n'ai plus les extraits, mais à un moment, Daniel a fait un espèce de rituel pour parler à son père, parce qu'il en avait marre des confrontations sur Internet. Il est l'opposé total d'Alexander, dans le sens où il est en mode « Non, moi je ne veux pas exposer ma vie », alors qu'Alexander, il est en mode « Oui, c'est un peu la grande pétasse du lycée qui est en mode « Je suis hyper populaire, je vais exposer tous les dramas et avoir tous les éloges ». Donc du coup, Daniel a tenté de trouver un espèce de rituel pour communiquer avec Alexander qui est en enfer. Oui, il est en enfer, on va y revenir. Alors d'ailleurs, ça a pas vraiment marché, mais en même temps, depuis, Daniel était très bizarre. C'est là que ça a débuté vraiment sa espèce de dépression. Il s'est mis à ne plus publier, ou quasiment plus rien. On sait pas trop si ça l'a marqué, si ça l'a simplement perturbé, ou s'il a ramené quelque chose avec lui. Et là, fin décembre, c'est l'hécatombe. Daniel est devenu l'objet d'Alexander. Pourquoi, comment? Tout simplement parce qu'il s'est fait manipuler par absolument tout le monde. Que ce soit les personnes qui voulaient l'aider, qui s'en fait eux-mêmes manipuler, ou les personnes qui étaient du côté d'Alexander et qui l'ont utilisé. Il y a beaucoup de manipulation et de drama pour un seul jeune homme. Oui. Ne vous en faites pas, je vais bien résumer dans une autre vidéo justement de pourquoi, du comment Daniel est arrivé à devenir la poupée d'Alexander Van Rosberg. Là, c'était vraiment un gros résumé pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe. Vous avez d'un côté Daniel qui veut faire sa vie tranquille, et de l'autre côté Alexander qui s'acharne justement à vouloir récupérer son fils pour des raisons plus ou moins obscures. On va en traiter juste après. D'ailleurs, il faut savoir une chose. Oui, je remets ça juste avant de... Ah. Faut savoir une chose, c'est que la famille qui a adopté Daniel Hastings est vraiment là pour l'aider. D'ailleurs, la maman de la famille qui l'adopte, l'adore énormément. Et à un moment, c'est très touchant dans une vidéo où il appelle cette femme maman. Voilà. Je vais vous mettre l'extrait, c'est trop mignon. Daniel, qu'est-ce que tu fais avec une peluche? Oh, une petite baleine en plus. Trop mignon. C'est un cadeau de maman. Attends, t'as dit quoi là? T'as appelé maman? Daniel, c'est pas ta maman. Enfin, c'est ma maman à moi. Voilà. Donc il essaye de se reconstruire de son côté, mais Alexander s'acharne après lui. Je pense qu'on va traiter d'Astrad avant de parler d'Alexander parce que c'est un peu trop violent. Astradouné, quel gros traître. Alors celui-là, vous ne le verrez que rarement, fort heureusement. C'est un personnage assez acide, froid, méthodique et manipulateur. On ne sait pas vraiment pour qui il travaille, que ce soit Anne lui-même, Alexander ou tout le Panthéon ou que sais-je, des motivations encore plus sombres. Quand il intervient, c'est uniquement pour faire chier son monde. Il n'a absolument aucun camp, du moins, en tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre d'Astrad, parce que d'un côté, il attaque Alex, il veut le démonter, de l'autre côté, il s'attaque à Daniel. Est-ce qu'il s'attaque à Daniel dans un sens où il veut faire du mal à Alexander? On ne sait pas trop. Ils ont une relation assez toxique, ces deux-là, sachant que sur les VHS, on peut le voir où il y a des moments où justement Astrad flippe d'Alexander, et que les seules fois où il parle de lui pour le démonter, c'est dans son dos comme un gros traître en fait. Ils ont une relation assez ambivalente. Vous en faites pas, je retraiterai de toutes les VHS individuelles ou groupées sur la chaîne. On va avoir un gros résumé. Et d'ailleurs, il y a un truc assez anecdotique, c'est qu'on ne sait pas où s'arrête la relation du bourreau et du prisonnier entre ces deux-là. Parce que d'un côté, vous avez Astrad qui est en mode j'ai peur, mais parfois il est méchant avec Alexander.
Et inversement, Alexander parfois parle de lui comme un ami, et 2 secondes après, il lui dit qu'il va lui trancher la gorge. Donc, il y a une vidéo assez anecdotique. Vous m'avez suivi, monseigneur? Non, je t'ai trouvé. Donc finalement, on pense que c'est Astrad qui est gardien, mais est-ce que c'est pas l'inverse? Ou est-ce que c'est pas un jeu encore plus vicieux, avec une strate beaucoup plus profonde? On ne sait pas. Par contre, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, et ça c'est plus glauque. C'est ce qui fait peur. Parce qu'il devait justement détruire l'esprit d'Alexander et celui de Daniel. Daniel a tombé dans les Carpates des tréfonds de la dépression. On ne sait pas si c'est lié par rapport à lui, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Par contre, Alexander aussi se décompose, mais pareil, on ne sait pas s'il agit dans l'ombre ou si c'est le pur hasard. Ah, et oui, Astrad, c'est le subalterne d'Alexander, c'est un beson serviteur attitré. D'ailleurs, faut savoir qu'il n'a jamais voulu l'être. C'était une opportunité professionnelle divine. Voilà, on en est là. On va passer au plus puissant des puissants, Alexander. Alors, Alexander, je vais vraiment pas prendre la version du roman, donc la version antérieure, même s'il y a énormément à dire. Je vous laisserai l'opportunité de creuser ça avec le personnage. Là, on va uniquement parler de ce qui tourne autour de lui, que ce soit un petit peu dans les VHS et sur les lives. Faut savoir qu'il y a deux côtés d'Alexander. Il y a un côté assez sombre dans les VHS où on le voit parfois torturer des gens. Ouais. Et de l'autre côté, un Alexander sur le live qui est assez chill, qui paraît plutôt cool et moderne pour un archiduc. Qui a 623 ans. Oui, il a 623 ans. Alors, s'il faut retenir de lui, principalement, ce serait que Alexander a plusieurs buts. Ou du moins, il mélange peut-être un peu tout pour nous brouiller les pistes. Il nous parle de pardon. Il doit avoir le pardon de son fils pour sortir des enfers. Du moins, c'est ce qu'il disait au début. Maintenant, on en est plus à j'essaye de détruire mon fils pour le récupérer et m'en servir comme objet de divertissement. Et de l'autre, on a cette histoire justement avec Astrad où on ne sait pas vraiment qui est gardien et qui est bourreau, qui est prisonnier. Ouais. Donc, Alexander, il a pas vraiment évolué en plusieurs mois, à part peut-être le fait qu'il se dégrade mentalement et physiquement. Mais sinon, pas énormément de choses à vous dire. Par contre, plot twist. Vendredi. Non, plutôt samedi. Ou dimanche, enfin qu'importe, c'était ce week-end. On s'en tape. Oui, on s'en tape. Eh bien, faut savoir que ce cher Alexander, enfin, on a eu une révélation des plus atypiques. On est sur le live, on est tranquille, et là, on découvre un Alexander qui n'est pas du tout damné. Donc d'habitude, il a cette tranche-là. Là, il est beaucoup plus perverti, froid, méthodique, et il n'hésite pas à balancer des choses plus ou moins acerbes, même aux personnes qui sont censées être ses amis. Au départ, il nous invente plein de théories plus farfelues les unes que les autres, dont le fait qu'il soit en dédoublement dans plusieurs dimensions, qu'il ait utilisé un charme pour se rendre plus beau. Mais on apprend un peu plus loin dans le live que, justement, ce n'est pas vraiment Alexander. En fait, l'Alexander qu'on a tous connu,
Donc ce mec hyper moche qui prête tarif dans le visage n'est en fait que la coquille vide du vrai Alexander. Ce qui expliquerait en fait finalement de pourquoi il est aussi chill. Du moins c'est ce que nous dit son doublon qu'on va appeler Alex. Enfin, ça évitera de se mélanger entre les deux, Alexander. Parce que même moi je me... Wow. Mais en plus de découvrir un monstre impitoyable qu'on connaissait déjà parce qu'Alexander est loin d'être un agneau, il est hyper méchant, il nous raconte des choses horribles qu'il a fait à son fils comme s'il venait d'expliquer qu'il a fait une origami en oiseau. Et ben là on apprend que ce Alex veut non pas détruire Daniel comme il le fait d'habitude, simplement l'humilier ou cracher dans l'eau. Non, il veut carrément en faire son jouet. Ce qui est arrivé d'ailleurs. C'est arrivé hier. Et là, il parle aussi d'une autre chose. La fusion. Donc attends, alors déjà en plus de subir un Alexander qui est déjà damné et hyper cruel, on va se taper un Alexander damné hyper cruel, mais en plus méthodique, et qui a l'air plutôt déterminé et encore plus trash. Bonne chance.